préparer un concert en 5 étapes. Comment préparer un concert? Comment préparer un concert? Je dirais que tout d'abord, il faut élaborer le répertoire. Oui. Élaborer son répertoire. Ensuite, contrôler les partitions, le matériel musical. Ensuite, le travail à la table pour le chef d'orchestre. La répétition. Les répétitions séquentielles et d'orchestre. Et enfin, communiquer. On avait à cœur avec Mathieu Rivet de faire en sorte que tous les musiciens qui vont se trouver réunis pour ce concert de clôture et qui viennent du Mexique, qui viennent de Chine, de France, du Canada, puissent être, comment dirais-je, être porteurs d'un message qui leur était personnel. Naturellement, je me suis tourné vers une musique française et celle qui reste encore le plus accessible à la fois pour l'orchestre, puisqu'on a peu de temps quand même pour travailler, et encore une fois avec une équipe qu'on ne connaît pas et qui ne connaît pas le chef d'orchestre qui va conduire cette musique. Il fallait trouver quelque chose qui soit... je n'aime pas le terme de simple, parce que la musique simple, ça n'existe pas. Même quand elle paraît simple, à l'oreille, c'est toujours plein de difficultés bien cachées qui font qu'il y a toujours du travail. Quoi qu'il en soit, aussi pour l'auditoire, pour le public, il était important d'envoyer ces signaux et que chacun puisse s'y reconnaître. Mathieu s'est rapproché de Bertrand Lamoureux qui a fait un très très bel arrangement de chansons québécoises des années 1950, je crois, à 2000. Et c'est vraiment une pièce magnifique que j'ai vraiment à cœur. Dans mon arrangement, on retrouve des chansons québécoises de 1950 à 2000. Donc, la suite s'appelle « Petits et grands bonheurs de notre chanson », 50 ans de chansons québécoises. Moi, ce que je trouve, c'est que de prendre des chansons et de les orchestrer, c'est comme de les habiller de vêtements nouveaux, de vêtements neufs. C'est une sorte de jeu, au fond. Et surtout que dans la suite que vous allez entendre, qu'on va jouer, il y a souvent même des moments où deux chansons connues se côtoient, se jumellent, s'accompagnent une l'autre. Donc, elles jouent une avec l'autre. L'arrangement est fait comme ça. Tout d'abord, on se dit une suite sans Vigneault, sans Leclerc. Ça ne sert pas une suite. Ça prend aussi un Ferland, ça prend un Charlebois, ça prend un Beau Dommage, un harmonium. Et puis là, tu ne peux pas tous les mettre. Alors, il faut que tu fasses un choix. Bon, à un moment donné, je choisis Desjardins, un petit peu de Claude Dubois. Et de chaque auteur, j'essaie de prendre soit la pièce la plus connue ou la plus caractéristique, ou parfois pas nécessairement la plus connue, mais celle qui va s'harmoniser mieux dans une suite. On doit alterner une pièce lente, une pièce rapide. Alors, c'est mes critères pour choisir, disons. Oui, le fait de jouer Vigneault et Ravel, mettons, ou Bizet. Bon, est-ce que ce sont des auteurs... Ce ne sont pas des auteurs qui ont des qualités semblables, mais la chanson a un immense pouvoir, même que la musique classique n'a pas. Elle a le texte, elle a le message, elle a le personnage qui porte la chanson. Et puis, quand une chanson... Au départ, la chanson est vue par l'interprète. On la fredonne, comme dit Trenet, hein, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Donc, ces chansons-là nous habitent. Et quand la chanson a vécu un bout de temps, eh bien, elle devient comme transfigurée et on aime beaucoup l'entendre de façon instrumentale, d'une façon classique, si je peux dire. Parce que quand on instrumente une chanson,
on lui donne une sorte de vêtement chic, si on peut dire. La preuve, c'est que dans Bizet, par exemple, ou dans, peut-être pas Bizet, mais chez plusieurs auteurs, on va prendre une chanson folklorique. Pour Tchaïkovski, a des thèmes russes, des thèmes folkloriques. Il les transfigure par son orchestration, par son harmonisation, par la musique. Donc, on peut dire, oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à la faire, mais que de faire jouer Charlebois ou Plume la Traverse en symphonique, ça lui donne une dimension différente. Surtout si l'arrangement musical souligne le caractère d'une chanson. Par exemple, Fleur de macadam de Ferland. C'est très guilleret, un petit peu folklorique même. Alors la musique on peut arranger ça comme une sorte de rigodon ou comme une gigue. Donc on voit le côté un peu populaire, hein, d'enfants qui se battent dans la rue, mettons. Et quand les hommes vivront d'amour, la version qu'on apporte est plus près du texte peut-être que la version originale du texte de Raymond Lévesque, qui, lui, si je me rappelle bien, faisait ça avec un petit swing, un petit peu de jazz. Dans les années 60, c'était la mode de jouer quand les hommes vivront d'amour, un petit peu swingant. Alors là, on la transfigure. Je crois qu'effectivement, on peut encore plus souligner le fond du message d'une chanson par une orchestration, effectivement. Il a eu cette subtilité, cette intelligence de placer la fin du tableau final de Ma Merlois de Maurice Ravel, qui s'appelle Le Jardin féerique, et qui vient donc ouvrir l'œuvre de manière très furtive, mais surtout la conclure de manière absolument magistrale, et dans une découverte. Pour moi, c'est vraiment une trouvaille. J'ai sursauté quand j'ai vu ça sur la partition, parce que j'ai dit, mais je rêve ou non, mais il semble bien que ce soit Le Jardin féerique de Ravel. Et il a greffé ce Jardin féerique sur cette magnifique chanson qui, pour moi, et je le dis très sincèrement, et pas parce que je suis ici en ce moment même au Québec, qui est l'une des plus belles chansons qu'on ait écrites et qui s'appelle Quand les hommes vivront d'amour. Et donc ces deux mélodies-là viennent s'entrelacer. Et le message est porteur aussi, Quand les hommes vivront d'amour et Le Jardin féerique. Et c'est vraiment un vrai moment d'émotion. Et même pour les musiciens, quand on a commencé à travailler ça, tout de suite, il y a eu de l'émotion qui a circulé. Et dans ma jeunesse, j'aimais tellement Ma Merlois de Ravel, qui est une œuvre, j'ai écouté ça des centaines de fois. Et la dernière pièce de Ma Merlois, c'est Le Jardin féerique. Et c'est une pièce d'une très grande beauté qui justement évoque une sorte de paradis imaginaire. Et puis en composant en arrangeant Tous les hommes vivront d'amour sur un ton justement méditatif, justement un peu contemplatif, le flash m'est venu de jumeler ça avec l'atmosphère du Jardin féerique. Alors, à force de bricoler, de ramasser les harmonies, de voir quel thème pourrait s'enchaîner, j'ai intégré ces deux pièces. Et ça a donné une finale qui est sûrement ma meilleure finale de toutes mes suites. Parce que voyez-vous, j'ai composé ces pièces-là pour qu'elles soient détruites après qu'on les ait enregistrées. Et jamais je ne me serais figuré que ça serait rejoué un jour. Quand j'ai eu cette intuition, par exemple, de jumeler Quand les hommes vivront d'amour et Le Jardin féerique, je m'étais dit, personne dans la salle va s'apercevoir de ça. Sauf peut-être une qui connaît et qui connaît à la fois Quand les hommes vivront d'amour et Le Jardin féerique, mais qui connaît ces deux chansons-là, surtout Le Jardin féerique, il faut dire que c'est pas ce qui court les rues. Et puis là, de découvrir, quand Mathieu m'a dit « Ah, le chef d'orchestre aime cette chanson-là, il aime les deux », je ne le croyais pas. Le concert, et particulièrement, ce qui me touche beaucoup, cette suite que j'ai écrite pour mes chers élèves à l'époque, soit jouée avec des gens de tout pays, de plusieurs pays, pas de tout pays, mais de plusieurs pays, et avec cette petite chorale de Chinois qui chante à la fin « Quand les hommes vivront d'amour », c'est certain que je vais avoir de la difficulté à finir ma partition. Et lorsqu'il s'agit d'acheter du nouveau matériel, des nouvelles partitions, il est très important de les vérifier parce que les maisons d'édition, qui font toutes très bien leur travail, ne peuvent pas forcément tout vérifier. Il y a très souvent des erreurs de notes qui
qui se glissent ici et là dans les partitions. Alors soit il manque une altération, ou alors la note n'est pas à la bonne place et tout. Donc d'une manière générale, par exemple, je prends la suite pour orchestre de Carmen, de Georges Bizet. Pour toutes les maisons d'édition, ce sera exactement la partition que le compositeur et l'arrangeur Guiraud aura eu à cœur de réaliser. Maintenant, il se peut que pour des œuvres qui sont plus récentes ou contemporaines, c'est le cas par exemple de l'arrangement de Bertrand Lamoureux, en admettant qu'il soit arrangé encore par une autre personne, il se peut que cette œuvre-là soit transposée. Dès lors, effectivement, c'est comme si des gens qui doivent dire un même texte ne parlaient pas la même langue. Il va falloir donc essayer de traduire, et alors ça c'est un travail qu'il faut impérativement réaliser. On ne peut pas réaliser ça pendant la répétition. Si ça arrive et qu'on ne l'a pas vu, il faut dire on arrête la répétition et puis on la reporte à demain ou quand la pièce sera transposée. Ça prend généralement un petit peu plus de temps. C'est très problématique. Ça arrive rarement. Ce qui peut arriver, c'est d'ailleurs arrivé ici il y a 2 jours, lorsque l'orchestre chinois est arrivé avec la partition de Bizet. Ils n'avaient pas la même édition. Donc les partitions étaient toutes les mêmes, c'est-à-dire à la même hauteur, la même tonalité, on dit, mais le découpage, qui se fait ou bien par lettre ou bien par chiffre, n'était pas réalisé de la même manière. Ici, il se fait que l'édition n'étant pas la même, la lettre K pour les uns était la lettre L pour d'autres. Donc quand moi je demande de prendre la lettre K, évidemment, on n'est pas tous au même endroit. Donc il a fallu prendre quelques minutes pour essayer de trouver où se trouvait l'erreur et de dire aux musiciens, attention, la lettre K, pour tout le monde, c'est à cet endroit-là. Ces problèmes de lettres, c'est comme si on disait tous exactement la même chose, tous exactement dans la même langue, mais pas au même moment. C'est comme s'il y avait une sorte de canon de décalage et tout, mais s'il n'est pas bien réalisé, un canon, ça devient une cacophonie. Ou alors un brouhaha si c'est du langage. Voilà. Le travail de table, c'est pour le chef d'orchestre le même moment que le travail que va passer l'instrumentiste avec son instrument pour jouer sa partition. Quand on est chef d'orchestre, on joue d'un instrument. L'instrument s'appelle l'orchestre. Je ne peux pas concevoir d'arriver au pupitre, de me placer devant l'orchestre qui me regarde à cet instant-là et qui attend que je lui donne le signal. Je ne peux pas concevoir de me trouver devant eux sans savoir ce que je veux entendre. C'est aussi à ça que sert le travail à la table, on l'a vu précédemment, c'est de s'approprier l'œuvre et de savoir très précisément ce que l'on veut que l'orchestre joue. Si l'on ne connaît pas bien sa partition, on va être handicapé au moment même où on dirige la musique et on ne va plus avoir cette espèce d'anticipation qui est primordiale, qui est le coup d'avance et qui va permettre au chef d'orchestre de donner l'impulsion à l'orchestre. S'il l'a subi, il ne conduit plus. Tout ce temps qu'on va passer à la table, c'est cet exercice-là qu'on dit pour le chef d'orchestre, c'est ce qui va lui permettre de mémoriser, de s'imprégner de la partition, de toutes ces parties, de la mémoriser visuellement. Lorsque je dirige une partition, par exemple, et le mieux c'est de la connaître par cœur, de l'avoir vraiment bien dans la tête. Ça peut paraître rigolo, mais dans ma tête, je tourne les pages. Je sais exactement à quel endroit je suis. Je tourne les pages. Je sais, c'est un moyen de se repérer dans la partition. Et le chef d'orchestre a pour mission de diriger, de conduire. J'emploie à dessein ces 2 termes-là parce qu'ils sont un peu différents, quoi. La direction, elle est plus humaine.
la conduction, elle est musicale. Quelquefois, ça s'inverse. On va plus conduire l'équipe humaine et plus diriger la musique. Chef d'orchestre, c'est évidemment battre la mesure. On le voit, le chef d'orchestre. Malheureusement, le public est mal placé. Il voit l'orchestre, mais il ne voit pas le chef d'orchestre. Alors maintenant, dans certaines grandes salles de concert, le public peut entourer l'orchestre, ce qui fait que quelques chanceux peuvent voir le chef d'orchestre de face. Et c'est assez intéressant, parce qu'il se passe beaucoup de choses en termes d'expression, notamment avec le regard. Et si on se coupe de cet élément primordial de communication, on passe à côté de beaucoup de choses. C'est comme si, en ce moment même, j'étais en train de vous parler comme ça. Il y a quelque chose qui ne convient pas, le regard, l'intensité qu'on va lui donner, l'expression du visage va conduire aussi, va mener le musicien là où on veut qu'il aille. Gustav Mahler, qui est un grand compositeur de la fin du 19e siècle et début 20e, disait « L'essentiel de la musique n'est pas dans les notes ». La musique, c'est l'âme, quoi. C'est encore quelque chose d'abstrait. Si on veut atteindre, toucher le public au cœur, il faut qu'il y ait autre chose qu'un alignement de notes. Même si elles sont très bien faites, ça va jouer plat, comme on dit. C'est comme si je vous récitais un texte de théâtre sans aucune intonation, sans aucune respiration, sans aucun rythme. C'est affreusement lassant et au bout d'un quart d'heure, le public va se lever et partir. Je pense qu'il aura raison. Peut-être même que je ferais pareil si il m'était donné d'assister à ça. Donc c'est très important d'avoir une idée la plus précise qui soit de ce que l'on veut que l'œuvre, la couleur qu'on veut lui donner, ce à quoi on veut qu'elle ressemble, et de façon à avoir le langage le plus clair pour les musiciens. Claude Debussy avait pour habitude de mettre en garde les élèves qui étaient en apprentissage pour la direction d'orchestre, et leur disait toujours
passer beaucoup de temps sur votre partition de façon à avoir la partition dans la tête et pas avoir la tête dans la partition lorsque vous allez travailler avec l'orchestre. Il faut trouver le bon dosage, et ça c'est très très compliqué parce que trop répéter une œuvre, ça devient, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, on dit rabâcher chez nous, hein, c'est ressasser, toujours la même chose, et très vite il va y avoir une sorte de lassitude, et la lassitude, bon, les musiciens vont pas jouer ça comme ça au concert, ils feront évidemment attention, mais il y aura déjà un phénomène d'usure. Il faut qu'il y ait encore quelque chose de neuf à proposer au public, de frais. Et donc, il faut trouver le bon dosage. Si on fait trop peu de répétitions, il y aura et si jamais la pièce est difficile, et comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de musique facile, mais bon, il y a des musiques dans lesquelles on se sent quand même beaucoup plus à l'aise que d'autres. Eh bien, il va y avoir une fébrilité, l'orchestre va jouer nerveux, tendu, le chef d'orchestre le sera de toute façon. Donc, il faut trouver le bon dosage. Et ça, plus on connaît son équipe, mieux c'est. Pour les musiciens, comme pour le chef d'orchestre, le parcours entre l'instant où on découvre une partition, je prends le cas d'une partition qui soit nouvelle, qui ne soit pas connue des musiciens, pas forcément une grande page de musique classique. Il y aura donc cet instant de découverte, quelquefois un peu de tension, parce qu'on est un peu inquiet de savoir si on va bien jouer. Il y a quelquefois des traits qui sont extraordinairement difficiles techniquement, pour lesquels il va falloir prendre du temps lorsqu'on est dans cette étape première qu'on appelle le déchiffrage, c'est-à-dire que chacun découvre la partition, et donc elle est encore antérieure au travail personnel que va accomplir le musicien. Le chef d'orchestre, lui, a déjà fait son travail personnel, le travail à la table, c'est déjà fait. Mais le musicien, lui, il va seulement découvrir ça. Oui, depuis on était arrivé dans l'autobus ici, on dit avec ça va être bon ici. Depuis on a vu le Kamouraska, le lieu où est-ce qu'on va être logé, les gens, on avait compris que ce festival va être très bien.
C'est toujours intéressant de découvrir un nouveau pays, surtout grâce à la musique, parce que on découvre, en particulier en donnant des concerts, de nouveaux lieux. Par exemple, les églises d'ici, je ne connaissais pas du tout le genre, le style, et voilà, je suis très heureuse de le découvrir, parce que nos églises en France sont vraiment différentes, et voilà, c'est super de voyager grâce à la musique. Bah, au début, avant le premier concert ici à Québec, à Kamouraska, j'avais peur un peu comment va réagir le public si on joue la même chose qu'on joue en Europe, en Russie. Mais finalement, c'était très bien la réaction. Et on profite du concert, de la public et tout se passe bien. Ben, nous, en fait, on vit dans des pays différents. Alors pour nous, c'est très important de répéter chacun de notre côté. Et du coup, c'est plus facile, une fois qu'on se retrouve ensemble, d'avoir les morceaux prêts. Et voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à pratiquer, mais c'est beaucoup moins de travail que si on avait déjà commencé à pratiquer tous les deux ensemble. Alors que si on commence chacun de notre côté, voilà. Нам надо было еще репетировать, что у нас на этот слышишь? Подожди, сначала... Я не хочу это. Давай теперь, Баба, принеси пират. Пираты сначала, пожалуйста. On est très heureux d'avoir découvert cette région du Québec, qui est vraiment magnifique, beaucoup de nature. Voilà, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'être ici. Et on est très heureux d'avoir rencontré donc des musiciens chinois, il y a également des musiciens mexicains. Et pour moi, d'avoir revu la plupart des musiciens québécois que j'ai déjà rencontrés en France il y a 2 ans. La communication, c'est vraiment le vecteur par lequel vous allez réussir à toucher, à atteindre, à faire venir à vous le maximum de personnes. En même temps que faire connaître l'orchestre que vous allez conduire et accessoirement aussi le chef d'orchestre. La communication qui doit se monter autour d'un moment phare d'une année musicale, d'une saison musicale, elle est primordiale parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez amener à vous des gens qui n'avaient pas forcément l'idée d'y venir, ou quelquefois qui n'ont pas la vocation, on le dit parfois, de venir. On a dans les grandes villes des publics qui sont quand même plus coutumiers des saisons artistiques des orchestres. Si l'on s'éloigne des grandes villes, c'est moins le cas, c'est moins vrai. Il faut se déplacer, il faut aller à la grande ville à côté. Donc voilà, imaginons qu'un orchestre se déplace. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au concert, même s'ils savent que l'orchestre vient, qu'ils en ont entendu parler comme ça de bouche à oreille, ben, ils n'y viendront pas. Si ils voient une affiche par exemple qui est porteuse en termes de messages ou de couleurs, qu'ils entendent un reportage radiophonique ou mieux encore télévisuel, ils vont dire tiens, ça a l'air d'être intéressant, il y a un tel qui vient chanter ou qui vient jouer, ou on donne telle ou telle pièce, c'est une pièce que j'aime bien ou qui me rappelle quelque chose dans mon enfance. Quand on communique, quand on dit qu'il va y avoir ce grand concert avec tel soliste ou tel chanteur d'opéra pour Carmen, encore une fois par exemple, ou je ne sais quel autre opéra, Traviata, évidemment on va parler de l'œuvre. Donc évidemment on va promouvoir la musique par là, mais je crois que la promotion de la musique, elle doit se faire plus tôt. Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'on est prêt à accueillir le Festival international Eurocastri ici au Kamouraska, les bras grands ouverts, parce que notamment, on est des gens qui savent se concerter, qui savent se mobiliser. Je reviens sur la conférence de presse qui a eu lieu en juin dernier, où les gens ont levé tout de suite la main pour accueillir les différents spectacles. L'autre facteur aussi, c'est le fait qu'on a un organisme comme le Camp musical de Saint-Alexandre qui est bien établi, qui a déjà des contacts outre-mer pour faciliter les communications. Les municipalités sont toujours très ouvertes, encore une fois, à accueillir
ces gens-là, ces jeunes-là, et évidemment l'accueil que reçoivent les musiciens qui arrivent ici, bien, je pense que c'est ce qui nous démarque. C'est certain qu'un événement comme le Festival international Euroquestrie demande un grand travail d'équipe, un grand travail de mobilisation des différents acteurs du milieu, que ce soit les municipalités, que ce soit les organismes communautaires, donc que ce soit justement le camp musical aussi. Donc, côté communication, ça demande d'arrimer un peu tous les acteurs ensemble, de travailler ensemble aussi. Donc, on a la chance ici d'avoir quand même un bon réseau de diffusion qui nous a aidé aussi à faire rayonner le Kamouraska et par le fait même le Festival international Euroquestrie. On essaie de mettre l'accent sur toute l'expérience que peut vivre une personne qui vient au Festival international Euroquestrie, principalement évidemment au Kamouraska. Donc, si c'était à refaire, évidemment, bien, on axerait encore sur les communications comme on le fait présentement. Pour attirer les gens, évidemment, on miserait aussi sur l'expérience que ça leur apporte, la richesse aussi que peut découler une expérience comme venir vivre un spectacle avec plus de 80 jeunes musiciens de partout qui se rencontrent. Évidemment, si on peut mettre le Kamouraska en valeur, c'est encore mieux. Euroquestrie permet, par le biais du langage universel de la musique, de jeter des ponts, de lancer des passerelles vers les peuples entre eux. Ici, on a, je l'ai dit tout à l'heure, des musiciens chinois qui vont jouer avec des musiciens espagnols, mexicains, français, québécois. Enfin, c'est une expérience inouïe. Je pense à ces jeunes Chinois qui ont fait 22 heures d'avion pour venir jusqu'à nous. Ce sont de tout jeunes enfants. J'espère qu'ils auront l'occasion de refaire ça dans leur vie. Mais quoi qu'il en soit, cet instant-là qu'on est en train de vivre en ce moment même, ils le garderont à tout jamais dans leur mémoire et je l'espère aussi dans leur cœur. Donc, Euroquestrie a besoin de se faire connaître. Il a besoin de rayonner par le biais de la communication, justement, pour faire passer ce message philosophique, de véhiculer sa devise, la musique en partage, hein, je le disais. Et cette très belle citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Le plus beau métier des hommes, c'est celui qui réunit, qui rassemble les hommes ». On a besoin de ça. Il faut se faire connaître. Si on veut qu'Euroquestrie puisse perdurer au-delà des 26 éditions qui ont été réalisées ces 26 dernières années. Je lui souhaite longue vie, mais voilà, si on reste tout seul dans nos petits coins comme ça, venir ici à Kamouraska, c'est vraiment une expérience inouïe, exceptionnelle pour tous les musiciens qui y sont, et je crois aussi pour les musiciens québécois. On échange beaucoup en ce moment, on discute à l'heure du repas, et tous me disent c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, quoi.